Je ne comprends pas comment elle peut encore d'ailleurs la conserver sans en être déchue alors qu'elle fait l'apologie du Déchoir terrorisme. de sa Et oui, je pense nationalité que nous Rima avons... Hassan, Oui, ce qui est absolument. technique. Nouveau décryptage, comme d'habitude pour chaque intervention, 4 thèmes d'analyse précis, chiffres, explications, contre-arguments et mensonges. C'est parti. Il y a en tous les cas des coups de chaud localisés, si je puis dire. C'était le cas hier à l'Assemblée nationale avec une réforme de l'audiovisuel public rejetée d'emblée. Marion Maréchal à la surprise générale. Le Rassemblement national d'ailleurs a joint ses voix à celles de la gauche pour des questions techniques face au rang clairsemé de la coalition gouvernementale. Est-ce qu'en clair, cette réforme de l'audiovisuel public, elle est impossible? Alors un petit peu de contexte. La réforme de l'audiovisuel public récemment bloquée à l'Assemblée nationale, c'est une proposition de loi portée par la ministre de la Culture Rachida Dati dans le but d'assurer la souveraineté audiovisuelle face aux plateformes américaines avec une mise en place prévue au 1er janvier 2026. Or, lors de la séance publique du lundi 30 juin 2025, l'Assemblée a adopté une motion de rejet préalable du texte présentée par le groupe écologiste qui a recueilli 94 voix pour contre 38 contre, une majorité inattendue obtenue grâce à la convergence de la gauche et à la grande surprise du Rassemblement national. Les débats n'auront donc même pas eu lieu. Le texte a été immédiatement censuré au démarrage, rendant inutile l'examen d'environ 1300 amendements déposés majoritairement par la gauche. L'Assemblée se trouvait d'ailleurs désertée, seulement 132 députés étaient présents. L'échec de cette première lecture, elle renvoie donc le texte directement au Sénat pour une deuxième lecture, sans déclencher de procédure accélérée, ce qui retarde d'autant plus une adoption éventuelle et creuse l'incertitude sur le calendrier puisque les sénateurs pourraient le réinscrire à l'ordre du jour d'ici au 11 juillet ou plus vraisemblablement en septembre. Elle n'arrivera pas. Je crois qu'elle sera en tout cas extrêmement compliquée. C'était une petite loi bien insatisfaisante pour moi, parce que vous savez que moi je défends la privatisation de l'audiovisuel. Et pas la public. suppression. Hein. Oui, la privatisation, tout à fait, et, qui coûte chaque année, je le rappelle, quand même près de 4 milliards d'euros, qui pose un certain nombre de sujets, puisque la question de la rencontre avec le public, mais la question aussi aujourd'hui d'une propagande d'État à certains égards, une espèce de conformisme de gauche qui m'interpelle. Vous savez, il y a quelques heures de cela, nous avons eu une interpellation mutuelle avec monsieur Mathieu Pigasse, vous savez, qui est un millionnaire de gauche. Alors, qui est notre ami monsieur Pigasse? Mathieu Pigasse, c'est un ancien haut fonctionnaire de l'ENA, passé conseiller technique de Dominique Strauss-Kahn, puis Laurent Fabius, avant de devenir l'un des plus influents banquiers d'affaires en Europe. Associé gérant puis directeur général délégué de Lazare, responsable mondial des fusions-acquisitions du Conseil aux États, puis depuis 2020 à la tête d'un bureau parisien avec un focus sur le conseil public et privé. Il a conseillé sur des achats, notamment L'Oréal, Nestlé. Il est actionnaire à la fois de Radio Nova, Radio Presse, Vice France. Il est co-actionnaire du groupe Le Monde, comprenant Le Monde, l'Obs, Courrier International, Télérama, Le Monde Diplomatique. Jusqu'en 2022-2024, il détenait encore environ 2% du capital via sa structure de holding, avant de céder la majeure partie de son actionnariat à un fonds pour l'indépendance mis en place par Xavier Niel. Il détient également des participations dans le HuffPost et a été brièvement lié à Melty. Sa stratégie déclarée dans un tweet de janvier 2025 est, je cite, « mobiliser les médias qu'il contrôle » en faveur d'une vision progressiste. Qui est actionnaire. À qui vous reprochez, j'explique en quelques mots, d'avoir été épargné par le service public, contrairement, dites-vous, à d'autres comme Vincent Bolloré et Pierre-Édouard Stérin. Et vous estimez que Pigasse est épargné en raison de ses engagements à gauche. Il vous a répondu, mais moi j'assume. Moi, mes valeurs, c'est la liberté, c'est l'égalité. C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a là un millionnaire qui s'affiche de gauche, qui dit explicitement dans la presse, moi je mets mon argent au service de la défense. Pas interdit. En effet, mais absolument pas. Il est d'ailleurs actionnaire dans un certain nombre de médias comme Le Monde, comme l'Obs, comme le Huffington Post. Mais l'autre sujet, en revanche, c'est qu'il est aussi, à travers une de ses holdings, producteur d'un certain nombre d'émissions de service public, notamment sur France 5, comme C'est à vous, comme C'est dans l'air. Et là, je m'étonne que le service public ne s'attarde pas à faire des caches investigations pour savoir pourquoi il y a aujourd'hui des millionnaires de gauche qui utilisent leur argent pour défendre leurs idées et l'assument comme tel. Alors, qu'est-ce que c'est une holding? Une holding, c'est une structure juridique dont la fonction principale est de détenir des participations dans d'autres sociétés, dans le but d'en contrôler la gestion et la stratégie sans nécessairement exercer une activité opérationnelle. Il existe deux grandes catégories. La holding passive qui se contente de gérer un portefeuille de titres et la holding animatrice qui participe activement à la conduite de la politique du groupe et à la gestion de ses filiales. En France, la création d'une holding peut se faire via un apport de titres ou un rachat à effet de levier, c'est-à-dire en contractant un prêt
pour acquérir une société cible dont les dividendes serviront à rembourser la dette. Selon l'INSEE, plus de 36 000 holdings étaient enregistrés en France en 2023, dont une majorité, près de 80%, n'emploie aucun salarié. Sur le plan fiscal, l'un des principaux avantages d'une holding, c'est son régime mère-fille, qui permet à la société mère d'être exonérée à 95% des dividendes perçus de ses filiales, à condition de détenir au moins 5% de leur capital pendant 2 ans. À cela s'ajoute le régime de l'intégration fiscale qui autorise une holding à consolider les résultats fiscaux de ses filiales pour n'être imposé que sur le résultat global du groupe, ce qui optimise la charge fiscale en permettant la compensation des pertes et bénéfices entre sociétés. Vous savez, c'est un peu comme dans le chasseur des inconnus. Il y a le bon et le mauvais chasseur, il y a le bon et le mauvais millionnaire. Voilà, le bon millionnaire, c'est celui de gauche qui met son argent au service de ses idées pour donner des leçons aux Français. Et puis, il y a le mauvais milliardaire ou millionnaire qui est celui de droite. En l'occurrence, Pierre-Édouard Stérin, Bolloré, où là, évidemment, on a une offensive générale sur France Info, sur France Inter, pour dénoncer le fait qu'il y ait des hommes de droite qui défendent leurs idées. Et vous demandez une exigence de pluralité que l'on peut entendre, mais en quoi ce n'est pas, notamment de votre part, une volonté de mettre au pas la télévision et la radio publique? En d'autres termes, si le RNO arrive au pouvoir demain, qu'est-ce qui garantit que le service public sera encore libre? Non, mais déjà, première chose, moi je ne suis absolument pas contre que des gens puissent investir leur argent privé dans des initiatives privées. Et des médias privés libres ensuite aux différents publics de lire ou d'acheter. Maintenant, je demande l'égalité de traitement, une fois de plus. Je trouve étonnant quand même qu'il y ait aujourd'hui des médias qui bénéficient très largement de subventions publiques alors qu'ils mourraient sans cela. Je pense notamment à l'Humanité. On va parler un petit peu de chiffres. En 2022, l'Humanité, quotidien fondé par Jean Jaurès en 1904, a touché 3 835 218 € d'aide publique, ce qui en fait l'un des titres les plus soutenus par l'État parmi la presse nationale, selon les chiffres officiels du ministère de la Culture en 2023. Ce montant il se répartit principalement en 2 volets. L'aide au pluralisme de la presse, qui est spécifiquement destinée aux titres à faibles ressources publicitaires. L'Humanité est très faiblement financée par la publicité. Et l'aide au portage, donc la distribution à domicile, qui récompense les journaux favorisant l'accès à l'information en dehors du numérique. Plus en détail, en 2022, l'Humanité a perçu 1 457 172 € d'aide au pluralisme, 1 178 798 € d'aide au portage, 876 192 € d'aide à la modernisation sociale de la distribution et 323 056 € d'aide au développement de la presse en ligne. À cela s'ajoutent d'éventuelles aides indirectes comme les exonérations fiscales pour les journalistes. Quand il y a d'autres médias, par exemple Valeurs Actuelles, qui n'en bénéficient pas du tout. Donc on voit bien qu'il y a un 2 poids 2 mesures. On a donc des commissions d'enquête pour interpeller Pierre-Édouard Stérin, donc ce millionnaire de droite, pour savoir ce qu'il fait de son argent, en lui reprochant notamment d'investir dans des initiatives culturelles. On ne trouve rien à dire, par exemple, au fait que M. Pigasse, lui, investisse dans des grands événements culturels comme Rock en Seine ou les Européennes de Besançon. Voilà, donc une fois de plus, on a le sentiment que, notamment à travers le service public, il y a une tolérance vis-à-vis de ceux qui défendent cette idée de gauche et une intolérance absolue quand des gens de droite veulent défendre leurs idées. Moi, maintenant, je crois à un service public, si tant est qu'il devait se poursuivre, qui investisse dans le pluralisme et dans la neutralité. Pluralisme et liberté. Alors là, malheureusement, Marion Maréchal, il n'est pas question de liberté, pas encore malheureusement pour Boualem Sansal, ni pour notre confrère journaliste Christophe Glaise, emprisonné et condamné à 7 ans de prison en Algérie pour apologie de terrorisme. On va essayer de résumer l'histoire. Haut fonctionnaire pendant plus de 30 ans, Sansal a été limogé en 2003 de son poste de directeur général du ministère de l'Industrie après la publication de son roman Le Serment des barbares qui dénonçait la corruption, le clientélisme et la violence d'État en Algérie. À partir de là, il est devenu l'un des écrivains les plus censurés du pays. En 2006, son essai « Lettres de colère et d'espoir à mes compatriotes » critique fondamentalement le régime. Il est décrit l'Algérie comme un État en décomposition gangréné par un pouvoir militaire et religieux, ce qui a conduit les autorités à interdire le livre dans toutes les librairies algériennes. Par la suite, ces œuvres, elles ont souvent été publiées uniquement à l'étranger et leur importation reste entravée en Algérie. En 2011, lorsqu'il reçoit le prix de la paix des libraires allemands, Sansal fait scandale dans son pays, non pas pour son prix en lui-même, mais pour s'être rendu ensuite en Israël pour participer au Festival international des écrivains à Jérusalem. Cette visite, elle lui vaut des menaces de mort, une campagne de diffamation et surtout une rupture totale avec le régime algérien qui le traite désormais de paria.
Depuis, il ne peut plus se produire publiquement ni intervenir dans les médias locaux. Il est incarcéré en Algérie depuis le 16 novembre 2024, quelques mois seulement après avoir obtenu la nationalité française en juin de la même année. Alors Paris dit regretter cette lourde condamnation pour ce journaliste. On attend de connaître aujourd'hui le sort de Boualem Sansal. Entre riposte graduée ou méthode forte, est-ce qu'on est démuni face à Alger aujourd'hui? Non, mais il n'y a jamais eu de riposte graduée. Voilà, disons-le. La seule chose qu'il y a eu, c'est la diplomatie à genoux. Depuis maintenant un an, on a eu de cesse d'avoir un gouvernement qui nous expliquait qu'il fallait rien dire, qu'il fallait pas faire de vagues. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Si on est gentil avec l'Algérie, ils vont revenir à la raison. La réalité, c'est que plus l'Algérie aujourd'hui prend en otage des Français, plus elle nous crache au visage, plus elle nous humilie publiquement, et plus on naturalise ses ressortissants, plus on accorde des titres de séjour à ses ressortissants. Je veux dire, les chiffres de l'immigration aujourd'hui parlent d'eux-mêmes. Le ministre de l'Intérieur a haussé le ton. Alger s'est braqué en faisant de Bruno Retailleau une cible, en mobilisant une partie de sa population contre la France. Est-ce que vraiment la méthode forte pourrait payer selon vous? La conséquence de cela, dans les faits, c'est qu'aujourd'hui, l'Algérie est la deuxième nationalité qui a obtenu le plus de titres de séjour durant l'année 2024. On va parler de chiffres. En 2024, la France comptait 650 000 ressortissants algériens titulaires d'un titre de séjour valide contre 646 000 en 2023, ce qui représente environ 16% des étrangers en situation régulière, ce qui positionne l'Algérie comme premier pays d'origine pour les titres de séjour. 40,2% détiennent un titre pour regroupement familial, bien au-dessus de la moyenne nationale, 32,1%, tandis que 4,6% en disposent pour motif professionnel et 4,9% pour études. En 2024, seuls 29 000 premiers titres de séjour ont été délivrés aux Algériens, en baisse de 9,1% par rapport à 2023, avec 54,6% pour motifs familiaux, 27,2% pour études et 9,4% pour raisons économiques. A l'inverse, les renouvellements ont bondi de 24,3% avec environ 125 000 titres renouvelés contre 100 500 en 2023, soit le taux de croissance le plus élevé parmi les nationalités concernées. Par ailleurs, les Algériens représentaient 6,4% des flux migratoires vers la France en 2022, une part stable dans les flux récents. Qu'il y a eu d'ailleurs un record de titres de séjour accordés, je vous parle aussi des naturalisations, et en particulier pour l'Algérie. Donc je veux dire, cette réponse graduée, elle n'a jamais existé. On n'a pas vu de consulat fermé, on n'a pas vu les fameuses amendes qui auraient dû être mises sur Air Algérie, on n'a pas vu l'arrêt total des visas. Les visas ont continué d'être accordés, y compris d'ailleurs les visas diplomatiques. On n'a rien vu non plus sur le plan de la récupération de la dette liée aux dépenses de santé dues par des Algériens en France, près de 40 millions aujourd'hui d'euros de dette. Voilà. Et donc, vous aurez été pour la fermeture du robinet, la méthode forte, quelles que soient les conséquences. Je constate qu'une fois de plus, la diplomatie à genoux qui a été celle du gouvernement depuis un an, je n'accuse pas, je ne jette pas, je ne veux pas acculer M. Retailleau, mais je constate qu'il est en tout cas prisonnier d'un gouvernement qui ne l'a pas suivi sur ce fait. Et la conséquence de cela, c'est qu'aujourd'hui, Boualem Sansal, malade, et qui sera probablement, malheureusement, je le crains, derrière les barreaux très longtemps. Quand on est député français et qu'on a une origine, un lien avec un autre pays, en l'occurrence de l'autre côté de la Méditerranée, est-ce qu'on peut embrasser de manière, affective son drapeau? C'est le cas de Sébastien Delogu qui a affirmé, qui s'est vanté d'avoir embrassé le drapeau algérien. Concernant Sébastien Delogu, j'aimerais d'ailleurs rappeler qu'il est le parfait exemple que la convergence des luttes, c'est ridicule. En octobre 2024, le député LFI a publié sur Instagram une photo de lui devant un drapeau arc-en-ciel en signe de soutien à la communauté LGBT, récoltant rapidement quelques 28 000 likes et presque autant de commentaires, dont une partie très hostile, explicitement homophobe, de la part de personnes présentant clairement leur foi musulmane. Selon un article de Boulevard Voltaire du 31 octobre 2024, parmi ces commentaires négatifs figuraient des phrases comme « Notre religion nous interdit de soutenir ou de suivre les LGBT », mais aussi d'autres du type « Enlève le drapeau algérien de ta bio, t'es une honte pour l'Algérie » ou « Honte à toi, tu nous as déçus ». Delogu lui-même a réagi en affirmant que personne ne lui enlèverait sa tolérance et son respect pour les personnes discriminées. Non, mais c'est si vous voulez, le contexte dans lequel il mène cette opération est particulièrement honteux. Voilà, nous sommes dans un conflit ouvert et extrêmement grave avec le gouvernement algérien. Nous avons aujourd'hui 2 Français, puisqu'il y a en l'occurrence Boualem Sansal. Là, la gauche ne dit rien parce qu'il est considéré comme d'extrême droite et islamophobe pour avoir simplement défendu la liberté d'expression. Et un autre journaliste, pourtant plutôt de gauche, celui-ci, mais bizarrement, la gauche, là, ne s'est pas trop levée, mal à l'aise
fait de critiquer le gouvernement algérien. Et la conséquence de cela, c'est qu'on a aujourd'hui des députés qui, je considère, moi, je vous le dis, comme Rima Hassan, être des Français de papier. Voilà, c'est des gens, ils ont la carte d'identité française. De papier ? Oui, de papier. Ça va faire beaucoup réagir. Pourquoi cette expression ? Très simplement parce que je pense que ces leur gens, nationalité, leur citoyenneté. La démonstration qu'aujourd'hui, nous avons une politique de naturalisation, d'obtention de la nationalité beaucoup trop laxiste, trop peu exigeante, puisque des gens comme M. Delogu ou Mme Rima Hassan l'ont obtenue pour en faire quoi ? C'est-à-dire pour aller faire l'apologie de régimes qui aujourd'hui crachent sur la France. Donc ce ne sont pas de bons Français à vos yeux ? Excusez-moi, je ne sais pas ce qu'a aujourd'hui de français Rima Hassan, à part la carte d'identité, quand je la vois à mes côtés au Parlement européen, parce que vous savez qu'elle est députée européenne aujourd'hui. Depuis un an, j'ai regardé l'ensemble de ses interventions, elle n'a pas parlé une seule fois d'autre chose que du sujet du conflit israélo-palestinien. Qui n'est pas illégitime par ailleurs. Pas autre chose, pas une seule fois. Elle n'a pas pris la parole une seule fois pour parler des intérêts et de la défense des Français. La seule fois d'ailleurs où elle a pris la parole, c'est en effet sur la femme Boualem Sansal pour cracher sur la France. Donc oui, je suis désolée de vous le dire qu'aujourd'hui, je ne comprends pas comment cette femme a pu obtenir la nationalité. Je ne comprends pas comment elle peut encore d'ailleurs la conserver sans en être déchue alors qu'elle fait l'apologie du terrorisme de sa nationalité. Et oui, je pense que Rima Hassan, oui, ce qui est techniquement impossible. Ce qui est malheureusement aujourd'hui impossible depuis quelques mois seulement, qui aurait peut-être été possible il y a encore quelques mois, parce que nous avons là encore une loi qui est trop restrictive. Mais oui, c'est la démonstration, et M. Delogu en est aussi l'exemple, que nous avons une fabrication industrielle, oui, de Français de papier qui aujourd'hui se retournent contre nous. Et Français de papier, ça veut dire aussi, Marion Maréchal, qu'on va commencer à faire le tri entre certains Français pour savoir qui mérite ou pas la nationalité. Jusqu'où peut-on aller dans la loi et la loi. Alors, que dit la loi ? Il faut savoir que la loi française encadre très strictement la déchéance de nationalité, qui ne concerne que les personnes ayant acquis la qualité de français, c'est-à-dire les naturalisés et depuis 1998 les binationaux, afin d'éviter toute situation d'apatride. L'article 25 du Code civil stipule qu'un décret motivé pris après avis conforme du Conseil d'État peut prononcer la déchéance uniquement si l'intéressé a été condamné pour l'un des 4 motifs suivants. Premièrement, un crime ou délit portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou un acte de terrorisme. Deuxièmement, un crime ou délit visé au chapitre 2 du titre 3, espionnage, haute trahison militaire, sédition. Troisièmement, non-respect des obligations du service national. Quatrièmement, acte au profit d'un État étranger incompatible avec la qualité de français et préjudiciable à la France. La procédure, elle impose aussi des délais précis. Les faits doivent être commis soit avant l'acquisition de la nationalité, soit dans les 10 ans qui suivent, et le décret doit intervenir dans les 10 ans suivant les faits. L'article 23-7 permet par ailleurs de retirer la nationalité à un Français, y compris de naissance, s'il exerce d'autres droits d'une nationalité étrangère au détriment des intérêts de la France, par décret, après avis du Conseil d'État. Il ne s'agit pas ensuite de faire une différence face à la loi, mais indéniablement, il faut poser un diagnostic. On voit bien aujourd'hui qu'on a fabriqué une fois plus de manière industrielle des gens qui ne se reconnaissent pas dans ce qu'est la France, qui n'aiment pas la France, qui ne veulent pas défendre les intérêts de la France, jusqu'à parfois se faire élire pour utiliser ce mandat contre elle. Donc oui, l'objectif étant derrière de ne pas recommencer cette erreur et de limiter évidemment l'obtention de la nationalité. Alors, il aime la France, il n'a par cessé de le le dire. seul droit du sang. Il la naturalisation. Il aime la France, il n'a cessé de le dire. C'est Boualem Sansal qui s'est engagé, qui s'est toujours engagé contre l'islamisme. Au sujet de l'islamisme, vous avez ciblé pour dénoncer leur pratique un établissement de Château-Chinon. Il s'agit de l'IESH, que vous avez qualifié, Marion Maréchal, de centre de formation des islamistes frères musulmans. Établissement dont on a récemment appris la dissolution prochaine par donc les services du ministre de l'Intérieur. Bon, la preuve aussi que les choses peuvent avancer. Alors, qu'est-ce que l'IESH ? L'IESH, ou Institut européen des sciences humaines, est un établissement privé d'enseignement supérieur musulman fondé en 1990 qui vise principalement à former des cadres religieux, imams, aumôniers, enseignants. L'IESH est présent sur plusieurs sites, notamment à Château-Chinon, Saint-Denis et Paris, et revendique former chaque année entre 300 et 500 étudiants sur l'ensemble de ses campus. Cet institut a été fondé par l'Union des organisations islamiques de France, aujourd'hui rebaptisée Musulmans de France, organisation accusée de proximité idéologique avec les frères musulmans. Les formations proposées vont de la simple initiation à la langue arabe ou à la théologie islamique jusqu'au cursus pouvant durer jusqu'à 6 ans, mêlant études religieuses,
langue arabe et études occidentales, philosophie, sociologie, etc. Le financement de l'IESH repose majoritairement sur des dons privés, provenant en grande partie de fidèles, mais aussi parfois de dons internationaux. Selon le rapport parlementaire numéro 2311 sur les services publics face à la radicalisation, certains flux de financement ont été associés par le passé à des donateurs du Golfe, notamment le Qatar ou le Koweït. Bah écoutez, moi, ça fait 15 ans que je me bats contre les frères musulmans. Voilà. Je l'ai fait dans le cadre de l'école des frères musulmans de l'IESH et j'en suis très heureuse puisque je viens d'apprendre en effet que la dissolution était engagée. Je l'ai faite avec l'association Femiso qui est aujourd'hui financée par le Parlement européen, là encore proche des frères musulmans. Je l'ai fait avec cette école de Valence dont il a été révélé par la presse que là encore, elle se met près des frères musulmans. Et je pense que d'ailleurs, cette confrérie l'a bien compris puisque systématiquement, ils me traînent en justice, ils portent plainte contre moi. En diffamation. Vous avez accusé l'association d'être affiliée à la confrérie islamiste des frères musulmans et ces derniers d'avoir le même objectif d'Al-Qaïda et de Daesh. L'objectif des frères musulmans est la conquête islamique de l'Europe et l'instauration d'un califat. Mais là, sur quoi se basent vos accusations? Ça a été prouvé par la presse. D'ailleurs, ce qui est très étonnant, c'est qu'ils portent plainte contre moi alors qu'ils viennent de perdre leur procès en diffamation contre Charlie Hebdo, qui eux-mêmes les accusaient des mêmes incohérences. Il y a deux principes qu'il faut retenir en France quand on veut traîner devant un tribunal un parlementaire français. L'immunité parlementaire, elle est prévue par l'article 26 de la Constitution de 58 qui distingue deux principes d'immunité, l'irresponsabilité et l'inviolabilité. L'irresponsabilité, elle protège intégralement les parlementaires, députés ou sénateurs contre toute poursuite judiciaire, civile ou disciplinaire pour les opinions ou votes émis dans l'exercice de leur mandat. Concrètement, ça signifie qu'un parlementaire ne peut jamais être poursuivi ou attaqué en justice pour des propos tenus dans le cadre strict de ses fonctions parlementaires, notamment lors d'un débat en séance publique, en commission ou dans un rapport parlementaire. Cette protection, elle est absolue, perpétuelle et d'ordre public. Elle ne peut être levée ni par le parlementaire lui-même, ni par aucune autorité. Par exemple, un député qui critique vivement une politique migratoire pendant une session parlementaire ne peut en aucun cas être poursuivi pour diffamation, incitation à la haine ou autre délit d'opinion tant que ses propos sont tenus dans le cadre de ses fonctions. Ce principe, il est aussi encadré par la jurisprudence constante de la Cour de cassation et du Conseil constitutionnel qui précise que cette protection, elle ne s'étend ni aux propos tenus en dehors du cadre parlementaire, ni aux comportements relevant de la vie privée, même s'ils ont une portée politique. Voilà, et je pense qu'ils savent en effet que je ne me tairai pas, et donc ils cherchent à créer une forme d'intimidation, une forme de djihad judiciaire, si je puis dire, qui me pousserait à renoncer à ce combat. Mais je tiens à dire par ailleurs que non seulement je n'y renoncerai pas, et je suis plus motivée que jamais, mais d'autant plus quand je vois aujourd'hui le glissement j'ai envie de dire sur le plan même politique et électoral de cette influence islamiste. On voit aujourd'hui donc la France insoumise glisser vers un parti de plus en plus pro-islamiste et on voit même une forme d'axe un peu étonnant, un axe mélenchono-villepiniste si je puis dire, puisque quand je vois d'un côté Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui... Oui, c'est la France humaniste. Exactement. Potentiel candidat à la présidentielle. Quand je vois d'un côté Jean-Luc Mélenchon faire l'apologie du voile dans une vidéo récente et monsieur Dominique Villepin expliquer qu'il ne voit pas de problème au voilage des petites filles. Quels ont été clairement les propos de Dominique de Villepin? Sur BFM TV, le 25 mai 2025, Dominique de Villepin, interrogé par Benjamin Duhamel sur le port du voile par des fillettes, a d'abord répondu, je cite, « Je ne suis pas couturier, je ne vais pas aller mesurer la taille du voile ». Avant d'expliquer que ce n'est pas forcément le signe d'une radicalisation et que ce port peut relever d'un choix culturel plutôt qu'une expression d'intégrisme islamique. Il a souligné que cela entre plutôt dans la sphère privée et sort du champ de la laïcité, précisant que seule la coercition pourrait engager la loi de 1905. Villepin a invité à garder mesure et éviter de tomber dans des dénonciations systématiques. Marine Le Pen a qualifié cette position de lamentable. Voilà, je vois une espèce de convergence pour des raisons peut-être de clientélisme électoral. Dominique de Villepin, Jean-Luc Mélenchon, même combat. On a un islamo-gaullisme et un islamo-gauchisme, quoi. Donc on voit bien. Islamo-gaullisme. Excusez-moi, mais comment peut-on justifier aujourd'hui le voilage des petites filles, voilà, qui est même interdit dans un certain nombre de pays musulmans. Justifier. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que Dominique de Villepin a justifié le voilage des petites filles? Il y trouve toutes les excuses en expliquant que vous savez, c'est des pratiques culturelles, qu'il ne faut pas y donner trop de gravité et trop d'importance. Donc oui, je pense qu'il y a aujourd'hui, à travers pas seulement les frères musulmans, mais même d'autres courants comme le salafisme et autres, une influence politique qui dépasse la simple sphère finalement mélenchoniste et qui doit nous interpeller sur le fait que le rendez-vous de 2027 sera plus existentiel que jamais. Bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner et surtout n'oubliez pas, partagez pour
pour faire changer les choses.